spécialiste avec Honoré Adontuis. Une cinquantaine d'élèves accusés de dépravation des mœurs entre les mains de la police togolaise. Pour n'avoir pas répondu à la convocation du doyen des juges d'instruction, un mandat d'arrêt contre Agbo Mekoyo. Quelles répercussions sur la vie politique togolaise? Nous allons également en parler dans cette émission. Les spécialistes sur Pyramide FM déjà en place. Bonsoir et merci de votre fidélité. Pyramide FM, plus grand, plus haut, plus proche. 105.5 FM, 105.5 FM. Gérard Wissam, bonsoir. Bonsoir Honoré. Comment allez-vous? Je vais bien. Et la semaine, ça s'est bien passé? Oui, on a travaillé parce que Sika a fait une parution. Oui. C'était une parution gratuite et que nous avons partagé le PDF. Et forcément, quand vous finissez un journal comme Sika, on est assez fatigué. Mais je suis content parce que j'ai ça derrière moi, quoi. On se sent parfois aussi soulagé. Oui, évidemment. Vous êtes journaliste comme moi. Hein. Ce que nous appelons bouclage, dès qu'on l'a derrière soi, ben on est soulagé. On a l'impression que la prochaine parution, c'est dans 1 an. Mais ça va tellement vite. Hein. Et la fatigue, ça s'accumule. Qu'est-ce qu'on y découvre? Dans ce cas, plein de choses pour rire. Nous avons partagé ça sur beaucoup de réseaux sociaux. Mais il y en a qui n'ont même pas d'Android. Oui. Ah oui, là c'est dommage. Parce que pour le moment, on n'est pas vendable sur papier. Oui. Mais dans 2 semaines, on sera encore sur le marché en version papier. Étant donné qu'on a diminué un peu les mesures de confinement. Hein. Voilà. Donc nous aussi, on essaie de s'adapter. Mais surtout, c'est vendable aussi en ligne, comme beaucoup de journaux actuellement. Et quand vous allez sur certaines plateformes, vous les achetez, vous pouvez les télécharger ou bien les lire en ligne. On fait la même chose. Mais comme Sika, c'est beaucoup de dessins, j'ai l'impression que les gens aiment avoir le papier en main. Oui. Et donc, on va essayer de revenir sur le marché pour voir ce que ça va donner. On attend dans 2 semaines ce que Sika va nous proposer. Là, vous le devinez, Gérard Wissam, il est le directeur de la publication de Sika Magazine. L'autre invité en studio, c'est Maître Célestin Agbogan. Maître, bonsoir. Bonsoir, Honoré. Vous allez bien? Oui, ça va. Bonsoir, Gérard de Sika. Ah, merci. Bonsoir. Je salue tous ceux qui nous écoutent. Sauf que moi, je n'ai pas eu la version PDF. Il a partagé, mais oui, moi, je l'ai oublié. Oui, bon. Donc, ça, c'est un plaidoyer en direct. Je serai à l'écoute. Il voit que je suis en train d'écrire sur mon carnet. Là, j'ai mis Maître Agbogan. Il faut que je lui envoie son PDF. Donc, j'ai eu gain de cause alors. Ouais. Le plaidoyer a mordu en direct. Maître Agbogan, vous êtes le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. La Ligue a 30 ans. Vous confirmez? Oui, la Ligue a 30 ans. La Ligue aura 30 ans. Jour pour jour, c'est le 20 juillet prochain, le lundi prochain. Donc, nous allons fêter les 30 ans. Et c'est un événement qu'on ne doit pas passer sous silence. 30 ans dans la vie d'un individu, encore plus dans la vie d'une association. Et c'est grand, c'est à marquer. Et malheureusement, nous sommes dans une période où on ne peut plus fêter comme on a l'habitude de fêter. Il faut fêter en prenant des mesures assez strictes pour éviter la propagation de la maladie Covid-19. Donc nous avons pris certaines mesures et en l'occurrence nous allons organiser des conférences internationales sous forme de webinaires par Zoom et vidéoconférence. Et donc, ça implique beaucoup de personnes, notamment les anciens présidents de la Ligue qui se sont suicidés et certains acteurs de la vie sociale, défenseurs des droits de l'homme sur le plan national et international, qui seront également invités et qui vont développer des thématiques sur les droits humains. Et notre thème que nous avons retenu, c'est la problématique des droits humains dans le processus de démocratisation au Togo, 30 ans de parcours. Pourquoi ce thème? Oui, ce thème parce que, vous savez, la Ligue togolaise des droits de l'homme a été créée à un moment crucial de la vie sociopolitique de notre pays. Une période où il y avait un trouble généralisé, où les populations aspiraient à plus de liberté et à plus de démocratie.
en ce moment, il faut être courageux pour se réunir, pour parler des affaires de la nation, ou pour réfléchir sur le développement sociopolitique du pays, ou penser autrement, et avoir d'autres idées, avoir des idées contraires à la manière de gouverner à cette période. Donc des gens ont pris leur courage à deux mains, ils se sont sacrifiés, et dans la clandestinité, ils se sont réunis. Il y avait des avocats, des professeurs d'université, il y avait des syndicalistes et certains acteurs de la société civile qui se sont réunis dans la clandestinité, qui sont parvenus à mettre en place la toute première association de défense des droits de l'homme indépendant dans notre pays. Et donc, durant toute cette période-là, et vous savez, cette période, depuis 90, le peuple togolais aspirait à la démocratie, à la bonne gouvernance et à l'alternance. Donc, la Ligue togolaise des droits de l'homme a été quand même le fer de lance dans cette lutte-là. Et donc, après 30 ans, nous voulons faire le bilan de ce parcours-là. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème-là. En 30 ans, qu'est-ce que vous avez pu faire? En 30 ans, on a fait ce qu'on a pu. On n'a pas tout fait. Peut-être d'aucuns diraient qu'on n'a pas fait grand-chose, et ils n'auront pas tort. Mais nous avons fait ce que nous avons pu, ce que nous pourrons. Nous avons pu, et puisque le parcours était émaillé d'embûches, beaucoup d'embûches, il y a eu des poursuites, des menaces passées par là, il y a eu des intimidations, etc. Donc nous avons quand même arrivé à sauver certains citoyens et à les faire rétablir dans leurs droits qui sont constamment violés, et nous avons quand même, nos acteurs, nos aînés ont pu quand même arriver, ils sont parvenus à obtenir pour notre pays certains espaces de liberté. Et donc c'est ce que nous exploitons aujourd'hui et que nous voulons contribuer à améliorer. Ces anciens présidents Oui, le premier président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, puis maître Joseph Kokou Kofigo, il a été suivi par maître Degli Jayaovi, et ensuite maître Devochou, Kofi Messa, Jean-Marie, et monsieur Akoué Gandhi, ensuite maître Amadou et maître Pandé Adjaré. Et aujourd'hui vous-même? Aujourd'hui, tous seront là? Ils seront là et en direct pour suivre, en fait, qui vont développer des panels. De façon concrète, ça va se faire comment? Oui, il y a un lien qui est déjà en train d'être diffusé sur les réseaux sociaux, qu'on va diffuser davantage pour permettre à ceux qui voudraient suivre la conférence de s'inscrire. Et donc, au moment venu, ça se passera lundi à 14h, à partir de 14h, ça va durer 1 heure de temps. Et également, le mardi, d'autres thématiques également seront développées à la même heure. Donc, le premier panel va réunir les anciens présidents qui seront des panélistes, et sauf que Maître Kofigo qui n'est pas sur place et qui ne sera pas disponible vraiment pour assister ou pour animer une thématique. Maintenant, le second panel, il y aura la présidente de la FIDH, Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Il y aura également Aliou Tine, l'ancien président de l'ARADO, rencontre africaine des droits de l'homme. Et il y aura Dani Aïda, qui est le représentant de NDI en RDC. Il y aura également votre confrère Daniel Losson-Braquet. Et oui, il y a le professeur Afedouama, qui a été un des dirigeants de la Ligue togolaise pendant plusieurs années et qui est toujours là constamment pour nous assister, pour nous nourrir de ses conseils. Nous allons voir la position des journalistes qui sont là avec nous. Si entre-temps, ils vous suivaient au niveau de la Ligue. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Pyramide FM, et bonsoir Maître Célestin Bougan, bonsoir aux confrères en studio. Ibrahim Acha, directeur de la publication de Temps Nouveau, la Ligue togolaise des droits de l'homme a 30 ans. Est-ce que vous le savez? Oui, nous le savons. Vous venez d'avoir le programme avec le président. Oui, la commémoration de
ces 30 ans. Et comme nous sommes dans une situation de crise sanitaire, il a parlé, ils vont mettre à profit la technologie et animer des panels. Je pense que c'est une très bonne chose. Et les panélistes qu'il a cités sont des personnes ressources, des personnes qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre pour que les droits de l'homme soient respectés dans notre pays. Et donc, vous savez que la Ligue, c'est une association de la société civile qui a beaucoup fait et qui continue de faire pour le respect des droits de l'homme et qui a aussi accompagné suffisamment les victimes, tous ceux qui ont été victimes des abus et de tout ce qu'il y a comme violation des droits humains au Togo. Gérard Wesson, est-ce que tu as une fois recouru au service de la Ligue? Heureusement non. Heureusement non. Quand bien même je suis souvent impliqué dans ce genre de choses, étant journaliste. Mais même avant ça, je crois que Maître Agbougan, il vient quand même de me lancer indirectement des fleurs. Hein, quand il disait qu'en ce temps-là, on n'ose pas du tout s'opposer. Ben, nous, on était jeunes étudiants. Dans les années 89, 90, 88, ben, un jour comme ça, on s'est levé, on s'est dit, ben, nous sommes un groupe de 10 étudiants et on a constitué le GRAD, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie. Vous étiez membre fondateur? J'étais membre fondateur et je faisais partie du staff exécutif. Et nous avons envoyé le nom, la liste au ministère. Tout le monde s'était dit, ben nous on est morts. Et pourtant aujourd'hui on est en 2020. 30 ans. Ben, je suis toujours vivant. Et c'était comme ça, il fallait oser. On a créé le GRAD et après ça, il y a eu d'autres associations parce qu'il y avait le MELD, le GRAD, OLD, tout ça là, ben, qui opérait sous cap, hein, qui se cachait. Et nous on s'est dit, mais pourquoi on va se cacher? Nous sommes là pour la démocratie. On a publié nos noms et surtout ce qui nous avait donné ce courage-là, vous allez voir, en ce temps-là, on nous avait tellement divisés. Les ressortissants, association des ressortissants d'Assoli, association des ressortissants de la COSA, association des ressortissants Donc, on divisait tellement les étudiants, alors que nous, on voulait être juste une bande de copains, des étudiants que d'autres intérêts unissaient. Les études, les passions, la musique, des trucs comme ça, mais on faisait tout pour nous diviser. On s'est insurgé contre ça. On était sûr que quelque chose de grave allait nous arriver, et pourtant, on n'est pas mort. De temps en temps, on s'enfuyait pour aller se réfugier à Cotonou, c'est vrai, mais on revenait toujours. Mais les temps étaient assez différents, parce que chaque fois que quelque chose arrivait à un d'entre nous, quand on vous prenait, on voyait RFI, BBC, tout le monde en parlait, tous les médias, les chancelleries qui intervenaient en même temps, et on avait un accès très facile aux ambassadeurs, ce qui fait que ce que nous faisions même nous protégeait. Le fait qu'on était truculent, on bousculait les choses, ça nous protégeait. Mais aujourd'hui, si on me disait de refaire la même chose sous Fonia Singbe, je ne le ferais pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vous prend, mais personne ne dit rien. Avant, quand on vous prenait, tous les étudiants s'insurgeaient. Plus on prend des gens, plus les gens se révoltaient et on vous libérait. Il y a des ministres même qui nous faisaient la cour, qui nous disaient de venir les voir. Mais on refusait, on se payait même celui de refuser. Je me rappelle qu'en ce temps, il y avait parmi nous quelqu'un qui était de Niamtougou. Et le ministre Aïssa Agbetra, il était ministre de la Santé, qui l'a appelé pour le... Enfin, il voulait le travailler sûrement pour qu'il sorte du groupe. On lui a dit, ah, non, tu n'y vas pas. On a refusé. Il nous demandait pardon, laissez-le au moins, c'est un frère, je vais causer avec lui. Non, il n'est jamais allé. Donc c'est comme ça, on était mus par une conviction. On était convaincus que le pays ne pouvait pas se bâtir dans la division. Et voilà, on y allait. On n'avait pas d'ambition politique, rien du tout, absolument rien. On disait seulement que il fallait un Togo meilleur. C'était une époque vraiment hippique, mais aujourd'hui les choses ont un peu changé. Et voilà. Avec la Ligue, ça avait été un soutien. C'est-à-dire que le GRAD est là, la Ligue est venue après. La Ligue est venue après, mais tout cela qu'il a cité, Jean Degli, tout ça là, c'était des ouvriers de la première heure. Hein. Maître Joseph Kofigo, il y avait Jovi Gali, tous ces gens-là. Bon, on se connaissait, Maître Agboibo. Voilà, c'était vraiment le pot pourri. Hein. C'était très joli, dangereux, mais joli. Quand on prononçait votre nom sur RFI, on était tellement fiers, imaginez. Des jeunes de 22, 23 ans, RFI parlait de vous, là on était prêt à mourir parce qu'on était sûr que c'était le paradis rapidement. Mais il faut dire que c'est différent et Adema avait un régime assez différent.
et peut-être un peu plus brutal, mais au moins on savait à quoi s'en tenir. On vous prenait, on vous faisait, on vous maltraitait un peu, ben après on vous libère. Mais aujourd'hui, quand vous faites quelque chose, on cherche une autre histoire, ben on vous coud un habit là. C'est plus sournois, quoi. C'est un peu plus, je ne dirais pas dire diabolique ou maléfique, mais c'est moins, sincèrement, il n'y a pas l'élégance politique. Voilà, je sais pas, c'est différent. C'est cynique, non? C'est différent, c'est assez différent. Ça fait plus peur. Ça fait plus peur aujourd'hui. Et Adema était plutôt un militaire, quoi. Vous faites ça, il vous invite après et il vous dit, mais écoutez, ce que vous faites là, moi, ben, on va vous tuer, rien ne se passera. Mais il ne passait jamais à l'action. Je me rappelle un jour, il nous avait fait venir au camp militaire à Hérité. C'était à 5 h du matin, on nous a servi tellement de bière, alors qu'on avait le ventre vide, vous imaginez. Vous arrivez au camp à 5 h du matin, vous n'avez encore rien mangé, et il y avait la bière à profusion. Non, ils se moquaient de nous en fait. C'était un homme comme ça. Vous me jouez des tours, mais je vais vous en jouer aussi. Donc c'était des trucs comme ça. À quelle occasion vous a invité? Ben, parce qu'il était tellement en perte de vitesse, on lui a causé tellement de problèmes qu'il voulait une certaine réconciliation, quoi. Et donc c'était ça. Et il était surpris par cette façon dont on lui a tenu tête. Il ne s'y attendait pas du tout. Mais comme en n'étant pas, je sais pas, je ne connais pas tellement le personnage, mais je crois qu'il n'est pas méchant en tant que tel. Ouais. C'était un militaire. Et pour lui, c'est un stratège. Hein. Tu veux m'éliminer, je passe comme ceci pour t'éliminer. C'est comme un jeu d'échecs, quoi. C'était un peu ça. Bon, mais je le dis, je ne connais pas le personnage. On était trop jeunes, on a eu trop peu de contact avec lui. Mais je dis que c'était quand même assez intéressant, surtout quand on regarde dans le rétroviseur. Mais dans le temps, ça n'empêche pas que de temps en temps, c'était très dangereux. Très dangereux. Pour la petite histoire, quand nous on faisait une bêtise, moi j'allais me réfugier chez un ami étudiant rwandais, réfugié. Et un jour, on en a fait encore. J'allais chez lui, je me suis dit non, je suis trop fatigué, je rentre chez moi à la maison. Mais on est allé me chercher chez lui, on dit où est l'étudiant? On a montré sa jambe, il a été poignardé, tout simplement. Il est venu chez moi en sang, sa chemise était vraiment en sang, on croyait que c'était moi. Donc lui, il a été poignardé à ma place, quoi. Et pourtant, bon, ben, ça a continué. Mais il faut avouer que le jour-là, j'ai quitté en même temps le pays. Je suis parti à Cotonou. J'ai eu peur, on a eu peur pour sa vie. C'est comme ça. Mais c'est comme ça aussi, je crois qu'on bâtit un pays. Hein. Oui, et le Rwandais lui, il était très... C'est quelqu'un qui s'était réfugié. Qui fit la guerre, puis bon, vous venez lui faire encore la guerre. Il n'a pas fui la guerre, il était fils d'un homme politique. Et c'est à cause de la politique qu'il est venu ici. Donc lui, il est habitué, en fait. Maître Agogan, le décor est planté pour les 30 ans. En dehors de panel organisé, qui sera organisé le lundi, le mardi, c'est tout? Non, c'est pas tout. Nous allons également faire une exposition au siège de notre association. Apparemment, vous avez déménagé. Oui, nous avons déménagé, mais nous sommes à quelques mètres de l'ancien siège, mais nous sommes sur la même rue, mais nous sommes plus proches de la voie publique, de la nationale numéro 5, je crois. Nous sommes plus proches, mais je suis la même rue, dans la rue de l'hôtel, de la pharmacie Ave Maria, et puis à côté juste de l'hôtel, Graal Hôtel, ancien hôtel Annie. Donc c'est sur la même rue. Et donc, il y aura une exposition? Oui, nous allons faire une exposition, et ça va concerner nos anciens rapports et tout ce que nous avons fait. Et ça permettra à tous ceux qui veulent avoir une idée sur la genèse et le parcours de la Ligue de le voir. Et nous allons publier également un rapport sur la situation des droits de l'homme. Vous, en tant que président, vous vous sentez fier de votre peau d'être là pour les 30 ans? Bon, il ne s'agit pas d'être fier, mais c'est une situation assez délicate. Et parce qu'il faut être fier lorsqu'on est sûr que au Togo, les droits de l'homme ont atteint un certain niveau où les populations se plaignent moins. Et lorsque les populations, chaque fois, se plaignent davantage des cas de violation des droits de l'homme, il n'y a pas à être fier, mais plutôt nous sommes inquiets par rapport aux droits humains dans notre pays. Donc ça veut dire que la lutte, elle est inlassable et nous avons beaucoup de boulot. Et donc nous sommes là et très engagés pour cela.
Et donc, nous avons besoin des soutiens des uns et des autres pour y parvenir. La situation des droits de l'homme au Togo est toujours préoccupante, et il faut le dire comme ça. Gérard, on est venu vous chercher, on ne l'a pas trouvé dans les années 90. Il y a des élèves qu'on a retrouvés finalement. Ils sont une cinquantaine, ces élèves-là, accusés de dépravation de mœurs. Ils ont été arrêtés par la police hier. Ils sont toujours. Il y en a un groupe qui est toujours là, entre les mains de la police. Vous vous rappelez les vidéos qui ont circulé il y a 2 semaines. C'est la principale raison. Ibrahim, vous avez déjà réagi à d'autres occasions. Oui. Mais voilà, aujourd'hui, la nouvelle donne. Ces jeunes-là sont maintenant entre les mains de la police. Oui. Pour avoir fait 16 steps, c'est ça? Oui, 16 steps. C'est-à-dire tourner des films à relents pornographiques. Bon, moi j'ai dit, et j'ai été toujours clair dès le début que il faut dire qu'aujourd'hui, l'état psychologique de ces élèves qui ont retrouvé des vidéos sur les réseaux sociaux est très bas. Il faut dire qu'ils sont gagnés par le remords déjà. Mais maintenant qu'on les trimballe encore devant les services de la gendarmerie ou de la police pour des interrogatoires, moi je me dis que c'est créer encore plus de traumatisme à ces élèves. Et à mon avis, ces élèves ne devaient pas être embarqués par la police ou bien embarqués dans des services où il y a des militaires là-bas. On pouvait, si c'est le cas, si on estime qu'il doit y avoir des proxénètes derrière ces vidéos-là, derrière ces actes posés par les enfants, on devait plutôt aller dans les établissements. Les enquêteurs de la police ou bien de la gendarmerie devaient aller dans les établissements en tenue civile et les interroger à la direction. Mais quand on les amène à la gendarmerie, vous voyez ce que ça crée comme traumatisme pour des enfants. C'est comme on envoie des malfrats, des malfaiteurs, des criminels, des grands bandits, les bandits de grand chemin à la gendarmerie pour un interrogatoire. Est-ce que les agents de la police ou bien de la gendarmerie qui s'occupent de les auditionner sont préparés pour des situations comme ça? Parce qu'ils sont habitués aux brigands, aux malfaiteurs, aux grands bandits, ils vont les traiter aussi comme des... Je ne dis pas que c'est le cas, mais est-ce qu'ils sont préparés? Et ça, on crée des traumatismes à ces enfants. On crée des traumatismes à ces élèves. Si ces élèves-là étaient suffisamment responsables, ils n'allaient pas être à la maison sous l'autorité parentale, vous comprenez? Déjà, jusqu'en terminale, moi j'étais jusqu'en terminale. C'est pas terminale seulement, il y en a qui étudiants en plein, ils sont avec leurs parents. Je ne refuse pas. Moi, voilà, il y a même des étudiants qui sont avec leurs parents. Mais je dis, pour ces élèves-là de lycée, de collège, qui sont toujours avec leurs parents, leur autorité n'est pas suffisamment engagée. Ils sont toujours sous l'autorité parentale, donc ils font tout. C'est comme, même quand vous prenez un peu ce qui est fait dans la vidéo, pour eux c'était un amusement. Et maintenant qu'on les amène devant la police, devant la gendarmerie pour un interrogatoire, mais ces enfants-là seront marqués à vie. Et c'est dans ça que vous allez voir des comportements qui seront développés à la longue. Vous verrez des gens qui seront enclins au suicide parce que ça là, en tout cas, ça en est de trop. Vous allez voir des gens qui vont devenir des névrosés à vie. Vous allez voir des gens qui vont devenir des méchants. Si par malheur, parmi ce lot-là d'enfants ou bien d'élèves interrogés ou bien auditionnés, si on parle même des peines d'emprisonnement, si on emprisonne ces élèves-là et que en tout cas, à part quelques alchimies, ils retournent à l'école, ils devenaient des avocats ou bien ils devenaient des juges. Vous comprenez ce qu'ils vont réserver à d'autres personnes et ça va créer encore des situations dans la société. Moi, j'estime que ça ne valait même pas la peine de les amener à la police. Leur lieu, c'était devant un psychologue qui devait comprendre d'abord la construction de ces événements-là, comment ces enfants sont arrivés à poser ces actes à l'école. Et après, s'il y a une thérapie à faire, on leur soumet à cette thérapie pour les amener définitivement à se désengager de ces actes-là dans un milieu qui n'était pas propice à accueillir ou bien à connaître ces actes. Mais quand on a cette propension au Togo, quand il y a un problème, il faut amener à la police. Quand il y a un problème, il faut faire débarquer les hommes en uniforme. Je me dis qu'on n'est pas en train de créer une société où des gens seront suffisamment mûrs, des gens seront suffisamment, disons, aptes à pouvoir répondre valablement à certaines situations avec élégance, avec tact et subtilité. Gérard Wesson, on parle d'attentat à la pudeur et c'est puni par la loi. Oui, mais jusque-là, moi je l'avais dit dans ce studio la dernière fois, jusque-là, moi je n'ai pas vu d'acte pornographique. Oui.
sincèrement, j'ai visionné toutes les vidéos. À aucun moment, on a vu un sexe. On n'a jamais vu un sexe masculin entrer dans un sexe féminin. Moi, j'ai demandé aux gens de me montrer, ils n'ont pas pu me montrer. C'est seulement des allusions, des gestes. On tient des fesses, on enlève un slip, on fait des trucs. Ce n'est pas de la pornographie. À la rigueur, c'est de la soft pornographie. Parce qu'il y a la hard pornographie. Quand vous voyez vraiment, on montre tout, c'est la hard pornographie. Il y a la soft pornographie où c'est un peu ceci. Mais ça, là, ce que les enfants font, c'est de l'érotisme. C'est un film érotique. Est-ce qu'on peut punir quelqu'un pour avoir fait un film érotique? Regardez par exemple Boom TV. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne là. Vers minuit, 1h du matin, c'est une chaîne qui montre des chansons, hein, mais vers minuit, 1h du matin, mais vous voyez les Américains, tout le monde qui danse en slip et tout. C'est des choses beaucoup plus graves que ce que les enfants ont fait. C'est de l'érotisme. On va les punir pour avoir fait de l'érotisme. Moi je dis, c'est de l'hypocrisie et c'est méchant. Peut-être que ces enfants-là, demain, ils seront des acteurs qui vont tourner des films érotiques que les mêmes juges, allez fouiller dans leur maison, vous allez trouver des CD, même de pornographie, que les mêmes juges iront acheter à 500 francs sur le marché noir pour voir avec plaisir. Quand vous fouillez dans leur portable, prenez un de ces juges-là, dépossédez-lui de son smartphone et fouillez dedans. Vous allez voir si vous n'allez pas trouver de la pornographie. Et c'est les mêmes choses, c'est les mêmes personnes qui iront acheter des films érotiques. Moi je dis, les enfants là, ils ont du talent. Et c'est le talent qui n'a pas su être canalisé. C'est des acteurs. C'est des acteurs de films érotiques. C'est ce que vous avez trouvé. C'est ce que moi je trouve. Peut-être que c'est le lieu qui a été mal choisi. Ils ont tourné ça à l'école. Mais ils ont tourné un film érotique. Est-ce que quelque part, je parle sous le contrôle d'un juriste, est-ce que les films érotiques sont punis par la loi? Si c'est puni, ben qu'on les punisse. Si le juge pense qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes pour ces enfants-là, ben qu'il les punisse. Mais il ne faut pas qu'on détourne notre attention sur des choses qui ne sont pas réelles. Et surtout aussi, il ne faut pas créer une société d'intolérance. Parce que ce que moi j'ai remarqué, ce qu'on peut faire ici, en Europe, et qu'on dit, bon, toi tu vas aller tondre le gazon pendant 1 heure, 2 heures, vous faites la même chose ici, on vous envoie en prison. Pour avoir volé un rétroviseur ou un enjoliveur sur une voiture, mais vous allez en prison. Pour avoir volé une poule, vous allez en prison. Alors qu'en Europe, les mêmes jeunes font les mêmes bêtises. On la voit faire un travail d'utilité publique là. Pendant 1 heure, tu balayes la rue, tu balayes. Ce qui fait que, vous savez, les Blancs sont beaucoup plus voleurs que nous, hein, beaucoup plus voleurs. Mais ici, pour un oui ou pour un non, on vous envoie en prison. Après, on dit les prisons sont pleines. Après, ils ont tous le Covid-19. Après, et puis, quand vous allez au tribunal, moi, ce qui m'a toujours impressionné, quand vous allez, on appelle 10 personnes, au moins, vous allez entendre 2 personnes, on va dire décédées. Il ne peut pas venir au jugement parce qu'il a décédé. Et nous allons vers quelle société si nous avons l'intolérance à ce point? Moi, je me demande si ces enfants-là ne sont pas en train de servir juste pour détourner notre attention de choses aussi graves que Adjakli, hein, qui serait parti avec 500 milliards, ou bien pour nous détourner de ce qui se passe avec Agbeome ou des choses comme ça. On se sert des individus, mais comme je sais pas moi, comme par avant ou bien quoi, pour détourner l'attention. Je crois quand même que pour terminer, hein, il ne faut pas, comme quelqu'un me le disait aujourd'hui, il ne faut pas dominer un pays. Il ne faut pas dominer. Il s'agit de gouverner. Gouverner est différent de dominer. Ici, on veut juste dominer par tous les moyens. Nous avons le pouvoir. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous allons vous démontrer que... Mais ça, c'est différent de gouverner. Gouverner, c'est faire valoir les talents de chacun pour que le pays soit prospère. C'est ça, gouverner. Ici, il s'agit juste de montrer les muscles. Je suis juge, j'ai le droit de vous condamner. Quand vous vous abaissez, vous vous humiliez, je vous fais grâce. Mais quand vous voulez bomber le torse, je vous envoie en prison pour 20 ans. Ça, c'est pas gouverner, c'est juste dominer. Et c'est très dommage et pitoyable. Maître Aboga, on parle de la violation de l'article 139 du Code pénal qui punit ce genre de délit d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2 millions. Vous confirmez? À 10. Je serais confirmé parce que vous savez, c'est vrai. Il faut être honnête pour dire que les actes que les élèves là ont commis et que nous avons vus sur les réseaux sociaux ont un peu heurté le bon sens. Je n'ai pas vu quelqu'un qui ait apprécié ou qui ait applaudi ces images-là. Sauf moi. Non, moi je n'en ai pas vu. C'est aujourd'hui je te vois, je t'entends. Moi je trouve ça normal. L'apprécier et même le rapprocher à des talents. Voilà. Ça. Donc, beaucoup, quoi.
En tout cas, tout ce que moi, c'est des choses tout ce que moi j'ai rencontré, ont condamné ces actes. Parce qu'en réalité, tu l'as dit Gérard tout à l'heure, mais le cadre où ça a été fait, c'est un cadre d'éducation. On ne peut pas comprendre que des élèves qui sont soumis à une éducation stricte. Et puis, il faut voir dans quelle école ça se passe. Ce n'est même pas des écoles publiques où le contrôle, excusez-moi, n'est pas la même chose que dans les écoles privées où il y a des contrôles stricts. Parfois même, il y en a dans confessionnel. Les écoles privées un peu partout. Oui. Il y a public et privé dans le lot qu'on a pris. Dans le lot. Voilà, il y a aussi le public. Donc, lorsqu'on voit ça, que c'est ce qu'on appelle la relève de demain, ceux qui sont appelés à gouverner demain et qui posent ces actes-là de manière publique, mais ça, quand même, il faut dénoncer de tels actes. Mais il faut aussi voir quelle catégorie d'individus le font. C'est vrai que ils ont atteint la majorité, mais c'est des enfants. Excusez-moi le terme, ce n'est pas les enfants au sens strict du terme, mais ils demeurent des enfants. Et donc, il faut le faire avec plus de stratégie et plus de méfiance pour gérer ces cas-là. Parce que c'est vrai, moi j'ai vu, Gérard dit qu'il n'a pas vu quelque chose, des actes qui sont proches de la pornographie. Je crois avoir vu. Sont de la pornographie. Ou non, il y a des vidéos. Je crois quand même vu une vidéo où c'est comme s'ils font l'amour, et il y a l'autre qui est en train de faire la fellation, et l'autre qui comme si, mais vous ne prend pas derrière, parce que non, je n'ai pas vu le sexe, voilà. Mais on est sûr que il y a eu une... Excusez-moi. C'est l'acte. Oui, c'est l'acte. Il y a eu pénétration. Non, la pornographie, la définition de la pornographie est claire et nette. Et ce n'est pas des allusions au sexe. Les allusions au sexe, alors, c'est de l'érotisme. Jusqu'alors, personne n'a parlé de la pornographie. Mais lorsqu'on parle de l'atteinte à la pudeur, ce n'est pas nécessairement la pornographie. Lorsqu'on parle d'atteinte publique à la pudeur, ce n'est pas nécessairement la pornographie. Mais il y a des gestes, des attouchements, c'est là il y a même des paroles. Voilà, quand on le fait en public, ça devient une infraction. Il y a des paroles. Oui, quand on le fait en public, ça devient une infraction. Maintenant, je me suis posé la question. Même uriner sur le trottoir, voilà. Même uriner dans la rue sur le trottoir. Dans la rue, et la pudeur. Oui, et montrer ça. Voilà. Donc ça, vous convenez avec nous que, mais ça se rapproche. C'est pratiquement la même chose. Si ça doit amener les gens en prison, alors on va envoyer les gens à l'appel en prison. Parce que plein de gens sont en train d'uriner en prison. Dans la rue, comment je vois. Je n'ai pas dit que ce qui est fait doit amener les gens à la prison. Je suis en train de dire, par rapport à la catégorie d'individus dont on a fait, il y a une manière de pouvoir régler ça. Tout à fait. Je crois que Ibrahim l'a dit, mais il y a quand même à se poser la question de savoir pourquoi c'est ces enfants-là et à l'école. Moi, je me suis posé la question de savoir comment se fait-il que les images se sont retrouvées sur les réseaux sociaux en vidéo. Est-ce que c'est les enfants même qui ont publié? Est-ce qu'ils l'ont fait juste pour s'amuser? C'est vrai que c'est exagéré un peu parce que ça peut être entre eux-mêmes. Oui, quand ils t'amusent, d'une certaine manière, ça devient de la dépravation. C'est ça. Et donc, c'est exagéré. Donc, si c'est d'autres qui l'ont fait, je crois que en ce moment-là, c'est ces gens-là qu'il faut aussi poursuivre, qu'il faut d'abord poursuivre. Parce que nous sommes en train de faire quelque chose à la discrétion. C'est vrai que le lieu n'est pas un lieu de discrétion. Ça, on est d'accord. Mais quelqu'un est venu publier ça. Et c'est en ce moment que c'est lui qui a aggravé la situation. Et donc, il faut le faire comme ça. Mais maintenant, je crois que par rapport à ces enfants-là, ce n'est pas la violence, ce n'est pas... Bon, quand je dis la violence, entre guillemets, parce que quand on a les forces publiques, c'est la violence. Le fait de les embarquer. Oui, de les embarquer, c'est déjà vraiment. Donc, pas bien. Je crois que quelque chose se passe. On doit savoir que ces enfants-là, en réalité, il manque quelque chose dans leur éducation qu'il faut rectifier. Voilà. Et il y a une manière de le faire. C'est ça, il a dit. Il faut faire appel peut-être à des psychologues, etc. Et voir ce qui ne va pas. Surtout que c'est à l'école que ça se fait. Ça veut dire qu'il y a un problème d'éducation dans ces écoles-là qu'il faut également rectifier. Donc, aller comme ça, c'est aller trop vite en besoin. Je crois que ça peut causer d'autres problèmes. Gérard, la situation telle que vécue actuellement montre que seuls sont responsables ces enfants qui ont posé l'acte, alors qu'on sait qu'ils sont... L'acte a été posé dans des établissements, ils sont sous l'autorité des parents.
Oui, mais vous ne trouvez pas quelque chose de bizarre dans toute cette histoire? On a dit tout à l'heure qu'il y avait des écoles privées, des écoles publiques. C'est plusieurs écoles. Comment est-ce que vous expliquez, vous, qu'à un moment donné, à un temps T, tous les enfants se sont entendus pour jouer des films X et les mettre sur les réseaux sociaux à un moment donné? C'est le confinement, la conséquence. Est-ce que tout le monde là, c'est pas bizarre? C'est pas de temps en temps, hein. À un moment donné, pratiquement dans une seule semaine, les enfants se sont tous entendus pour jouer des films pornographiques du même genre et les mettre sur les réseaux sociaux alors qu'ils ne sont pas dans les mêmes établissements. Ils doivent avoir un réseau. Il y a quelque chose qui paraît très bizarre. C'est pour ça que moi je dis, ben, il faut chercher. Mais dire aujourd'hui, les enfants font ceci, donc il ne faut pas ceci. Moi je vous dis, quand vous prenez 100 enfants de 18, 19 ans, combien sont encore puceaux ou vierges? Combien? Ils font le sexe, c'est une réalité. C'est la mise en scène du sexe qui est une mauvaise chose. Et le sexe à l'école qui est une mauvaise chose. Maintenant, quand il y a ce genre d'attentat à la pudeur, est-ce qu'il faut saisir les gens? Je pense que ça se passe par des amendes. On peut vous amender pour atteinte à la pudeur. Mais saisir les enfants, les traumatiser, les soumettre à un interrogatoire, comme dit Maître, ben, c'est déjà une grande punition. Pourquoi le faire? Il y a des gens qui ont tué dans ce pays. On a dit qu'on a pris des sanctions disciplinaires contre eux, dans leur camp, dans leur commissariat. On n'a jamais eu quelque chose. On n'a jamais saisi personne. C'est des sanctions disciplinaires. Pourquoi on ne prend pas des sanctions disciplinaires contre ces enfants-là dans leur école? Et qu'il faut les saisir, les traumatiser non seulement les enfants, mais traumatiser aussi les parents. Vous avez un jeune homme de 18 ans, la gendarmerie, DPJ vient le saisir, et vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Mais le parent même, toute cette violence-là, toute cette machination, moi ça ne me paraît pas clair. Le fait qu'il y a eu tant de vidéos en une seule semaine, ben, il faut chercher pour voir qui en est l'instigateur et pour quel but. Au lieu de s'acharner sur de pauvres enfants ben, qui ne demandent qu'à être éduqués. Ibrahim, finalement, on ne voit plus les autres responsabilités. Non, je pense que l'enquête a pour but d'établir toutes ces responsabilités, de voir s'il y a des réseaux de proxénétisme derrière. Mais seulement, moi je le dis, je le répète, on ne devait pas embarquer ces élèves-là et les amener dans un commissariat ou bien à la police. Les agents de la police, qui sont des gens spécialisés pour conduire ces investigations, devaient se déplacer plutôt, aller dans les établissements. Les enfants devaient être écoutés dans leur établissement. Donc, vous pensez que là, c'est de la facilité? Ils ont pris du raccourci? Non, ce qui s'est passé là, c'est ce que nous appelons la propension à agir, à violenter. C'est ça. Pour un petit problème comme ça dans la rue, vous voyez les soldats soulever les bâtons et frapper des gens. Pour rien du tout. Donc c'est ça qui continue. Il faut qu'on arrête cela. La brutalité, il faut qu'on arrête cela. C'est ça. Il s'agit de brutaliser les enfants. Ils ont commis une faute, nous le savons. Bon, maintenant, si vous voulez les écouter, allez à l'école. Parce que la faute est commise à l'école, il y a des sanctions disciplinaires, comme le disait mon confrère. Outre cela, si vous voulez, au-delà de tout fouiller, et voir s'il n'y a pas de proxénétisme, s'il n'y a pas du proxénétisme autour de ça, ou bien s'il n'y a pas des réseaux bien organisés, des réseaux criminels autour de ça. Ça doit être fait à l'école et non à la gendarmerie. À la gendarmerie, ou bien à la police, les méthodes là-bas, supposons on amène un élève. Et on met, on met une menotte sur la table. Peut-être il y a un PA à côté. C'est des traumatismes, l'enfant là. Mais ces enfants-là vont... je ne sais pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est une torture psychologique. Et ça va marquer l'enfant à vie. Vous allez voir des enfants, quand ils voient les policiers commencer à vomir, parce qu'il y a des enfants qui réagissent comme ça. Quand vous allez voir des enfants à l'école, quand à la vue seulement de la voiture de la gendarmerie, ces enfants-là vont développer des comportements mais que vous n'allez pas comprendre. Donc moi je pense qu'il faut aller avec tact, parce que c'est des enfants très fragiles. Donc il faut aller avec tact. S'il faut les interroger, aller à l'école, en civil, vous les interrogez juste pour découvrir s'il y a du proxénétisme, s'il y a des proxénètes derrière ou pas. Mais quand on les embarque comme ça, non, moi je dis que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et en dehors de ça, il faut maintenant interroger le ministre de l'Éducation, puisqu'il s'agit des choses qui se passent dans son département. Comment il gère le problème? Est-ce que le ministre n'a pas de conseil pédagogique dans son département pour pouvoir prendre en charge ce problème? Est-ce qu'il n'y a pas un comité scientifique mis en place déjà au niveau du département ministériel pour statuer sur ces cas? Est-ce qu'il faut confier ça à la gendarmerie? Moi je me dis que c'est un désengagement. Donc il faudrait que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire prenne en charge ce dossier, règle ce dossier avec beaucoup plus de tact pour ne pas créer d'autres situations.
tout simplement. C'est l'habitude dans notre pays où moindre chose, on veut régler ça de manière musclée. Ici, on ne sait même plus qu'on a affaire à des enfants. Je crois que les enfants, si vous voudrez obtenir beaucoup de choses, beaucoup d'aveux, beaucoup de secrets des enfants, il faut les rassurer. C'est ça. Les enfants devront être rassurés. Lorsque les gendarmes ou un policier vient, il embarque les enfants, il n'aura rien. Les enquêtes là sont déjà faussées. Il ne peut plus aboutir au résultat réel qui doit amener à savoir de quoi il s'agit. Je l'a bien relevé, mais pourquoi subitement c'est comme un championnat? Il y en a qui parlaient de challenge. Telle école le fait, tel le fait, pour peut-être montrer que c'est nous qui faisons mieux, etc., etc. Dans un pays normal, le ministre devrait démissionner, le ministre de l'éducation, parce que c'est l'éducation qui est à terre. L'éducation qui est à terre, qui est foulée aux pieds. Et aujourd'hui, mais on se demande pourquoi. Pourquoi on envoie ils peuvent faire cette enquête-là sans bruit. Oui. Et peut-être publier les résultats, même si on ne le fait pas officiellement. Essayer à résoudre à partir de là des choses qui sont le mal. C'est ça. Le mal, à le creuser, à trouver le mal et à le résoudre. Parce qu'aujourd'hui, quand on le fait comme ça, les gens se plaignent parce que moi, hier, bon, c'est vrai, on a fouillé, on n'a pas vu. Ils étaient entassés dans des lieux, dans une cellule ou dans une salle où ils avaient, il n'y a même pas le respect des mesures barrières, etc., etc. Ça aussi, c'est un autre problème. Après, on a fouillé, il y a des parents qui se plaignaient que les enfants n'ont pas mangé hier. Là. Oui, et que c'est aujourd'hui, on leur a amené à manger. Bon, quand on a fouillé, on a su que bon, ils n'étaient pas dans une cellule, mais on les a amenés dans une salle qui était poussiéreuse, et donc c'est eux-mêmes qui ont été chargés de mettre au propre les lieux, etc., etc. Vous voyez déjà des choses comme ça. C'est des sanctions disciplinaires d'abord, peut-être, à l'école. Il s'agit de l'école, il faut. Maintenant ici, quand on tue, on applique des sanctions disciplinaires, on oublie la justice. C'est comme ça l'habitude. Dans des choses. Bon, on débarque et on a même vu des nuits, ou bien très tôt le matin, de bonne heure, on est même passé par le toit d'une maison pour aller piquer quelqu'un à l'insu du procureur. On informe le procureur ou on appelle le procureur pour s'en acquérir. Le procureur dit qu'il n'a pas aux informations. Vous voyez, donc ça veut dire que nous sommes dans un état policier, un état gendarme, un état militaire. Ça, c'est un film d'action, hein? Oui, c'est pas sérieux. D'un côté, il y a le film érotique, de l'autre côté, le film d'action. On est à Hollywood, quoi. On veut appliquer à tous les niveaux. Non, moi, je pense qu'il faut aussi un aspect. C'est l'aspect des semaines culturelles. Oui. Cette année, il n'y a pas eu de semaine culturelle. Mais c'est à cause du coronavirus. Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème. Oui. C'est pas parce qu'il y a un problème. Je pense que le ministre de l'Éducation doit se pencher sérieusement sur cette affaire de semaine culturelle. Parce que ce que nous voyons, lorsqu'il y a semaine culturelle, ça dépasse ce que les enfants ont fait. Oui. Ça dépasse. Parce que vers 18h, je ne veux même pas évoquer certains établissements. Ce que nous voyons, l'accoutrement des enfants quand ils vont là-bas, et ils vont sur scène, on dit ils veulent faire leur histoire de récital. Mais ce que les enfants portent pour sortir, les Lady Gaga et autres là, mais vous êtes ahuri. Vous vous demandez, mais est-ce qu'il y a un professeur à côté? Est-ce qu'il y a même les responsables d'établissement à côté? Et pourtant, ils sont là, ils sourient, ils applaudissent. Voilà les conséquences. J'ai finir rapidement. On dit souvent que l'enfant est le père de l'homme. Oui. Ça, il faut le prendre au sérieux. L'enfant est le père de l'homme. Ces enfants-là qu'on traite aujourd'hui comme ça, sachez que demain, ils seront des bandits de grand chemin. Je prends le militaire qui a tué pour cause de couvre-feu. Parce qu'il y a couvre-feu, quand tu trouves un être humain, tu le tabasses, tu le casses la tête, tu le traînes par terre, tu l'assassines. Sûrement, quand vous allez voir l'enfance de celui-là, il a été victime de violence aussi. Quand vous violentez les enfants aujourd'hui, ils mettront la violence et demain, ils sont de grands meurtriers. Ils sont en train de former tranquillement 50 petits meurtriers là-bas qui deviendront de vrais assassins ou bien de vrais délinquants. Ou bien des juges intolérants. Ouais, et ça aussi, c'est du banditisme. un juge qui est injuste, qui fait du n'importe quoi, mais c'est pas prêt à sanctionner. Donc, on n'est pas en train de former une jeunesse qui est bien. Ils sont en train de faire des erreurs. S'ils sont en train de nous écouter, de grâce, qu'ils sachent que ce n'est pas pour ça qu'ils sont là. Ils sont là pour construire une nation prospère, une nation où il y a la tolérance, où nous vivons tous dans la paix. Pas pour former des gens qui seront demain intolérants les uns envers les autres.
Maître, on va rester toujours dans la sphère de la justice pour parler du cas Brume Kodjo. Il y a une semaine, il a été convoqué par le doyen des juges, mais il dit que sa vie est menacée et il ne s'est pas rendu. Plus tard, on a appris qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre lui. Est-ce que vous confirmez? Oui, malheureusement, nous confirmons. Et César, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il a été convoqué, il n'a pas comparu. Ses avocats ont quand même comparu, c'est vrai, nous ne pouvons pas le remplacer, mais nous avons quand même fait observer que nous, personnellement, nous n'avons pas de cette nouvelle et que bon, certains éléments ou certaines informations, nous l'avons également appris sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai, c'était la toute première convocation. Nous sommes à l'instruction. C'est le seul interrogatoire au fond qu'on voudrait faire. Et donc, on l'avait convoqué, lui et Marc Mondi, et puis Hubert Atisso. Hubert Atisso était là, on l'a soumis aux interrogatoires, on en a dressé un PV, et on devait également entendre Mme Brigitte Diamagbo une semaine après. Et tout de suite après, bon, on constate que, on dresse un procès verbal de carence, on constate qu'il est carré, il n'est pas là, et puis bon, on décerne un mandat d'arrêt contre lui. Qu'est-ce qu'on appelle mandat d'arrêt? Comme si on l'avait cherché en vain. Qu'est-ce qu'on appelle mandat d'arrêt? Dans quelles circonstances il intervient? Oui, lorsque un individu est soumis à une procédure judiciaire, on le cherche en vain, on est fatigué, on ne le trouve pas, on peut décerner un mandat d'arrêt contre lui. Parfois même, on peut le faire. Souvent, on le fait en réalité pour la bonne administration de la justice. Il faut le faire à la fin de la procédure. Parce que ici, on est au début. Il y a un interrogatoire au fond, la toute première, on n'a pas fini, on n'a même pas entendu les autres. Et on décerne un mandat d'arrêt. En principe, en tout cas, si moi j'étais à la place du juge, j'allais décerner un mandat d'amener ou une autre convocation. On va le chercher. C'est vrai que la personne a dit qu'il ne va pas comparaître. Mais il a dit en plus que c'est parce qu'il était menacé. Il avait subi des menaces de mort. Dans un pays normal, on pouvait chercher à savoir réellement ce que tu es menacé et te rassurer pour assurer ta sécurité. En réalité, si on devait le convoquer davantage et il faut l'amener et le décerner un mandat d'amener. Un mandat d'amener, c'est-à-dire on te cherche, on t'amène, le juge t'écoute et après on pourra te laisser. Si on fait tout ça là, c'est à la suite des recherches infructueuses. Recherche sérieusement infructueuse, on peut décerner un mandat d'arrêt contre lui. Ça là, on le fait en même temps comme si, bon, tout était préparé pour l'interpeller ou pour le mettre derrière les barreaux. Mais il est où maintenant? C'est ce que nous n'avons pas apprécié. Je ne saurais vous le dire. Parce que quand la personne parle d'un problème de sécurité et d'un problème de menace de mort, lui, c'est ce qu'il dit. Et quand il parle de problème de sécurité, mais il peut se méfier également de son avocat. Mais se méfier pas, il n'a pas confiance en son avocat, mais en le disant, puisqu'on n'est pas ensemble, par quel moyen il va nous le faire parvenir, qu'il a la sécurité qui est ici, pour que ça ne puisse pas être... On dit le mur des oreilles, même sur les téléphones, en plus d'oreilles. Parce que nous sommes tous à l'écoute. Vous êtes tous sur l'écoute dans ce pays. Ça, les autorités le savent, nous sommes mis sous l'écoute. Donc, il ne peut pas nous filer l'information avant de partir. Ça, on est d'accord. On a compris comme ça après. Et si vraiment il est menacé. Donc, à partir de ce moment-là, le juge, je ne sais pas ce qui presse. C'est pour ça. Après notre analyse, nous avons constaté que oui, ça presse. On est pressé. On est pressé de mettre les gens devant le fait accompli. Parce que nous, depuis le début de cette affaire, vous vous rendez compte, nous avons saisi le tribunal de Lomé pour constater que M. Agboyeme Kodjo, dans le cadre de la procédure aboutissant à la levée de son immunité parlementaire, il a fait l'objet de violation des droits de l'homme. Le droit à la défense, le droit d'être entendu à l'issue d'un procès équitable, tout ça là, on n'a pas respecté. Même la clé USB sur la base duquel on le poursuivait, il n'a jamais vu, on n'a jamais visualisé. Mais devant l'Assemblée, ça devait se faire pour qu'il se défende.
Ça n'a pas été fait. Donc nous avons constaté ça, nous avons saisi le tribunal de Lomé et dit qu'il n'est pas compétent. Mais avant, le lendemain, quand nous avons saisi le tribunal de Lomé, nous avons saisi le tribunal d'Abuja, la cour de justice de la CEDEAO. Déjà, depuis avril, nous avons saisi la cour de justice de la CEDEAO pour constater également ces cas de violation des droits de l'homme. Après, le mois qui a suivi, nous avons ressaisi cette cour-là d'une requête en vue de mesures provisoires. Parce que la loi, leur test le permet, le test qui régit, qui organise cette cour-là le permet, que vous puissiez saisir. Parce que lorsque vous avez saisi d'une requête pour constater des violations des droits de l'homme, ça prend du temps. Mais lorsqu'il y a une urgence, vous demandez à la cour de demander à l'État concerné de surseoir à la procédure. Donc c'est ce que nous avons fait également depuis mai. Donc, la semaine qui a précédé ces convocations tous azimuts là, l'État togolais a reçu nos requêtes. La Cour de justice a envoyé les requêtes à l'État togolais, qui doit répondre. En fait, qui doit confier ça à son avocat, qui doit répondre également, avant que la Cour ne statue. Donc, c'est quand ils ont reçu ça là, bon, ils disent, bon, on a compris, nous, c'est notre analyse. Quand ils ont reçu ça précipitamment, ils ont voulu convoquer les gens, faire, comment le dire, faire l'instruction, les informations rapidement, et clôturer, et les envoyer en jugement, les condamner comme ça, le temps que la Cour de justice ne vienne, eux, ils ont tout fait. Donc, il n'y a rien à suspendre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous avons constaté. Alors qu'il n'y a rien. Vous avez vu, depuis quel moment on avait inculpé Agboume et les autres. Vous avez vu le temps qu'on a mis avant de les convoquer. Et tout de suite, on les convoque dans une semaine, 2 semaines, on veut tout faire en même temps. C'est votre analyse de la situation. On va finir, on va écouter les 2 journalistes qui sont avec nous ici. Un mandat d'arrêt contre un homme politique, on en avait connu au temps de Gnassingbé Adema, beaucoup plus. Oui, surtout aux alentours des années 90, un peu avant 90, il y a eu des mandats d'arrêt comme ça. Hein, et c'est après la conférence nationale qu'il y a eu l'amnistie, les gens sont revenus au pays. Bon, je ne dirais pas que c'est le même schéma qu'on est en train de suivre actuellement, mais moi je me dis que le Togo pouvait faire économie de tout ça là, parce que à l'heure où nous sommes, le défi au niveau de tous les pays, c'est le développement. Hein. Le défi, c'est comment créer de la richesse, comment résoudre le problème de vulnérabilité des populations par rapport à la vie chère qui dicte sa loi aux ménages, par rapport aux problèmes de santé, par rapport aux problèmes de l'agriculture et tout ça là. On aurait pu canaliser nos forces dans ce sens que d'aller vers une crise post-électorale artificielle. Et je dis artificielle parce qu'on sent que c'est entretenu à dessein peut-être pour se dédouaner de certaines situations. Sinon, l'État togolais peut faire économie de tout ça là. Un opposant qui est allé à une élection, qui a perdu l'élection, qui est revenu, qui revendique, qui crie dans son coin. Moi, je pense que l'État ne devait pas l'écouter. L'État ne devait pas suivre ça. Et surtout qu'on dit qu'il a formé un gouvernement, mais si Agboume était sérieux, il n'allait pas prendre quelqu'un qui est au Canada pour être son premier ministre. Il allait prendre quelqu'un sur place ici, si vraiment il veut un effet. Si vraiment il veut un effet. Vous comprenez? Donc moi, je me dis que l'État doit éviter de tomber dans le panneau d'Agboume, surtout que Agboume qui a fait le système RPT connaît bien comment les gens réagissent. Ici, il n'est pas en train de les amener en bateau pour les amener vers des situations qui puissent l'amener encore plus à polir sa personnalité et à se donner une certaine popularité qu'il recherchait depuis. Gérard, le gouvernement est tombé, ou bien, disons, la justice est tombée dans le panneau d'Agboume. Non, je pense pas. C'est Ibrahim qui est en train de me faire rire là. Quand tu dis qu'il a pris un premier ministre qui est au Canada, moi je pense que s'il veut envoyer quelqu'un en prison ici, il n'a qu'à le nommer premier ministre. Il vous déteste, il dit Gérard, où est ça mon premier ministre? Le lendemain, vous êtes en prison. Non, je pense quand même que le Togo, comme on l'a dit, n'est pas sur la bonne voie. Et moi, je dis que si le président Faure Gnassingbé veut changer ce pays, il le ferait réellement. Moi, je l'invite à
a pesé de tout son poids pour pacifier, pas pour pacifier le pays, c'est un terme qui serait impropre, mais pour rendre ce pays pacifique. Hein. Nous ne voulions pas vers un pays où la paix est durable, non, la paix est très précaire, parce qu'il y a beaucoup de rancœur et beaucoup d'énervement, beaucoup sont très fâchés et se disent aujourd'hui, d'accord, attendant leur heure. On va s'arrêter là. C'est pas très bien. Merci beaucoup Gérard Ouessant, directeur de la publication de Sika Magazine. Ibrahim Acha, directeur de la publication de Temps Nouveau, et Maître Célestin Gogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. L'émission a été mise en œuvre par Romare Freitas. Bon week-end chez vous, on va se retrouver lundi à partir de 16h.